Cette semaine, il y a du rififi chez Airbnb, Facebook parle à ta grand-mère et Amazon Go. La boucle est bouclée, Amazon vend en ligne, Amazon livre en 24 heures, Amazon entraîne, entre autres, la fermeture de magasins. Après quelques ratés à l'allumage et 5 ans de développement, Amazon ouvre ses propres boutiques. Pour faire vos courses à Amazon Go, vous entrez via un portillon automatique que vous ouvrez grâce à un QR code qui est lié à votre compte Amazon évidemment. Vous choisissez le produit que vous souhaitez acquérir et vous sortez du magasin. Et c'est tout. Le produit est automatiquement débité sur votre compte Amazon. Pas de magie là-dedans et j'utilise beaucoup de caméras, des capteurs et du deep learning. Faire ses courses à Amazon Go, c'est un peu comme faire du vol à l'étalage. Et d'ailleurs, l'une des journalistes qui a couvert l'événement a par mégarde emporté des yaourts qui n'ont pas été débités sur son compte. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ce système va être déployé? Parce que, évidemment, on ne peut qu'imaginer que les plans d'Amazon est de déployer ce système à travers le monde entier, pour lui-même, mais également de vendre ce système à d'autres enseignes. Maintenant, il faut savoir que ce premier Amazon Go a ouvert dans le quartier de Seattle où se trouve le siège social d'Amazon. Ce qui veut dire que pour l'instant, les clients sont des salariés d'Amazon, donc acquis à la cause, forcément, et des journalistes. Que va-t-il se passer si ce système est déployé ailleurs? Même si je suis persuadé que l'avenir des marques reste la relation humaine et que les marques vont vraiment faire la différence entre celles qui ont encore des collaborateurs, des collaboratrices qui créent une vraie relation avec les clients de celles qui vont tout automatiser, j'ai peur quand même que ce système d'Amazon va accélérer la robotisation de la société. Il me paraît quand même évident que si les coûts d'installation ne sont pas trop élevés, la grande distribution va se jeter sur ce système. Regardez ce qui est en train de se passer en ce moment dans les magasins de proximité qui sont en train de développer des rayons frais à emporter. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous taper tout le magasin pour chercher un sandwich et une boisson. Le point de friction principal reste la caisse. Si ramené sur la journée, il y a suffisamment de caissiers et de caissières, ce n'est pas le cas sur les petites périodes entre midi et 2. Un peu comme les taxis pour ceux qui connaissent. Décidément, cette semaine est la semaine Amazon, car ils ont annoncé il y a quelques jours la liste des 20 villes finalistes qui recevra peut-être leur siège social numéro 2, surnommé HQ2. Rappelez-vous, j'en avais parlé dans Innovation Weekly 5, qui était un concours qui avait été lancé par Amazon, qui est donc en quête de son second siège social, et qui avait lancé ce concours à destination des villes américaines en leur proposant, pour la gagnante, 5 milliards d'investissements, et la création de 50 000 emplois. Résultat, 238 villes américaines, mexicaines, etc. ont donc postulé. Et donc cette semaine, on a appris la liste des 218 villes qui n'étaient pas retenues et des 20 finalistes. Regardez comme cette liste est prévisible. Los Angeles, Washington, Pittsburgh, Dallas, Austin, Raleigh. En comparaison, si Amazon avait cherché son siège social en France, la liste aurait été Paris, Marseille, Lyon, Lille, Bordeaux et Nancy. Oui, parce que Nancy en Meurthe-et-Moselle, c'est un peu comme Raleigh en Caroline du Nord. Maintenant, en regardant cette liste des 20 villes finalistes, on peut déduire plusieurs choses. 70% des villes finalistes sont sur la côte Est. On peut se douter que Bezos a sans doute déjà à l'esprit cette zone géographique pour installer son second siège social. Ce qui serait logique, puisque le siège social numéro 1 est côte Ouest, donc à Seattle, dans le Nord. Bon alors après, moi je suis pas américain, donc je m'en fous. Mais je trouve ça dommage d'avoir éliminé Hartford et Détroit, qui sont deux villes sinistrées qui auraient eu bien besoin de voir arriver un projet comme le HQ2. Regardez la liste des 20 villes finalistes, vous n'allez voir que des villes riches vers lesquelles déjà beaucoup d'entreprises se dirigent. À part une qui est Pittsburgh. Donc j'espère que Pittsburgh va remporter la compétition, ce qui prouverait que Amazon ne sert pas que Amazon, mais sert aussi un minimum son pays. Cependant, Bezos est un génie. Imaginez, il a réussi à faire autant de buzz et à avoir autant de publicité gratuite avec un entrepôt que Apple le fait en sortant un nouveau téléphone ou Disney en sortant un nouveau Star Wars. Là, chapeau. Je critique pas le côté farce, mais pour le fair play, il y aurait quand même à dire. Pour les 218 villes qui ont été éliminées, il reste un espoir, voire un lot de consolation. Apple n'a pas encore donné le nom de la ville qui accueillera son prochain campus. Selon le magazine The Information, il y a du rififi dans l'air BNB. Alors que l'entreprise s'apprête à annoncer avoir été bénéficiaire en 2017, en EBITDA, les gros malins. Il semble que le CEO, Brian Chesky, qui est également le fondateur de Airbnb, et son DAF, Laurence Tosi,
ont des visions différentes de ce que pourrait être l'avenir de l'entreprise. De son côté, Chesky verrait bien lancer une compagnie aérienne et d'ailleurs a créé un groupe de travail avec des designers pour réfléchir à quoi pourrait ressembler un avion Airbnb. De son côté, Tozy verrait plutôt l'intégration d'un agrégateur de vol ou d'une app de voyage. En d'autres mots, alors que l'un cherche à se remettre en question et à surprendre, l'autre cherche la sécurité et se verrait bien devenir public via une IPO. Je ne vais pas créer une rubrique application zombie de la semaine, mais il semblerait que l'application Vine, qui est une application qui permet de faire des vidéos de quelques secondes et qui a lancé les carrières notamment de Justin Bieber, de Thomas Sanders ou de Jérôme Jarre, va revenir en 2018. Cette plateforme qui avait été acquise avant son lancement par Twitter en 2013 et éliminée quand Twitter avait cherché à faire un peu de rationalisation de son offre en 2017, va donc revenir. Si vous avez plus de 15 ans, c'est pas vraiment la news du siècle. Comme tous les ans, Google prépare sa conférence pour développeurs, Google I.O., qui aura lieu du 8 au 10 mai à Mountain View, en Californie. Pour savoir où se déroulera cette conférence, vous devez résoudre une série d'énigmes dont la première a été publiée sur Twitter. Certains ont déjà compris qu'en traduisant cette image en code binaire et puis en texte, vous étiez dirigé vers un site Google Street View qui vous amenait sur une chasse au trésor à travers le campus de Google. Concernant les événements, commençons avec un événement passé. Facebook a proposé cette semaine une exposition interactive à Station F intitulée Facebook Connection et organisée en 6 espaces, permettant au grand public de mieux connaître les coulisses et les outils proposés par Facebook. Vous aviez d'abord l'espace partagé pour découvrir Marketplace, en savoir plus sur Messenger et expérimenter les lives dans un véritable studio. Un espace créé pour découvrir les photos 360, tester de nouveaux effets visuels et apprendre à réaliser des stories plus fun et plus créatives. Un espace apprendre avec des ateliers qui étaient organisés pour les parents et les enfants pour les guider et les conseiller à adopter les meilleures pratiques pour rester en sécurité sur Internet et les réseaux sociaux. Un espace entreprendre. Oui, allô, oui, j'ai une idée, en fait, j'aimerais pouvoir lancer une flotte de drones qui récupérerait les ballons gonflables Mickey qui s'envolent à Disneyland. 12 startups de Station F qui sont issues du programme Startup Garage from Facebook allaient et venaient pour présenter leurs travaux sur l'utilisation des données personnelles. Un espace inventé, dans lequel des animations étaient proposées pour pouvoir permettre aux visiteurs de tester la réalité virtuelle et la réalité augmentée, notamment avec le système Oculus, et un espace rassemblé pour faciliter la rencontre entre les communautés et les visiteurs qui se retrouvent sur Facebook et sur Instagram. L'initiative est super intéressante, alors je ne veux pas passer pour un vieux con, bon, un peu quand même, mais en attendant, quand je suis arrivé le premier jour à 11h30, j'ai trouvé des collaborateurs Facebook, peut-être que le manager était parti, je ne sais pas, mais je me suis retrouvé vraiment dans une salle de récré dans laquelle les collaborateurs étaient beaucoup plus concentrés à utiliser eux-mêmes le matériel ou à discuter entre eux qu'à s'intéresser au public présent et au moins venir expliquer ce qui se passait dans les différents espaces. Pourtant, d'habitude, Facebook est plus connu pour venir vous interrompre à tout moment du jour ou de la nuit que de vous laisser tranquille. Étonnant, non ? Alors de nouveau, je veux pas critiquer, mais un peu quand même, mais si c'est pour apprendre à faire un selfie en 360 ou utiliser un Oculus, la prochaine fois, j'amène ma grand-mère. On passe par Sens? Par Sens? Non, je pensais prendre l'autoroute. Non, on passe par Sens. Dans les événements à venir, encore du futur au programme, avec la Madi Keynote qui sera consacrée à la Cité du Futur. Ce sera le 1er février à Paris, ça coûtera 100 balles et il y aura des intervenants de haut niveau comme Julien Assange, Jacques Attali, Audrey Pulvar, Corinne Lepage. Mais également une 60aine de startups qui viendront présenter leurs innovations. Cet événement sera organisé en 3 espaces. D'abord la scène principale où il y aura les keynotes, ensuite l'espace innovation où il y aura des tables rondes et des débats. Et oui, j'ai bien mis innovation et table ronde dans la même phrase, ça fait bizarre. Et enfin, un espace de démonstration de plusieurs milliers de mètres carrés qui présentera en taille réelle une ville en 2084, comme si vous y étiez. J'ignore si ça va vous motiver à vous inscrire, mais Fleur Pellerin a confirmé qu'elle fera l'ouverture de l'événement. Je vous propose comme tendance de la semaine l'holacratie.
J'ai rencontré à ce sujet Bernard-Marie Chiquet cette semaine, qui est le fondateur de IGI Partner, qui est celui qui a importé ce nouveau principe d'organisation qui transforme une organisation pyramidale en organisation cellulaire. L'holacratie est un système d'auto-organisation qui propose à l'entreprise de rester connectée à sa raison d'être, de ne pas trop s'emballer sur les prévisions effectuées et de s'adapter en permanence aux changements qui arrivent. Alors Monsieur Chiquet, pourquoi est-ce que les entreprises viennent à l'holacratie ? Les raisons pour lesquelles les patrons viennent peuvent être très très variées. En filigrane, il y a le modèle actuel ne fonctionne plus, le modèle hiérarchique ne fonctionne plus. Je ne connais pas un patron qui me dirait ouais, je suis content de mon système pyramidal, je suis content de ma matrice. Je ne connais pas un seul. Ça n'existe plus. Donc tout le monde sait aujourd'hui que le système pyramidal, matricé ou pas, avec des chefs de projet quand on veut traiter un truc transversal, ça ne marche pas. Je me permets cette caricature parce que ça correspond à 100% des cas que je rencontre. Peut-être qu'il y en a que je ne rencontre pas et qui sont contents avec, mais c'est assez général. Donc évidemment, ils sont en recherche sur d'autres façons de faire. Ils vont regarder l'intelligence collective, ils vont aller lire tous ces livres. Et après, il y a des besoins qui peuvent être, dans le cas d'Arcadie, c'était comment est-ce qu'on peut s'équiper, s'outiller pour gérer une croissance à 2 chiffres. Et en même temps, il y avait la crainte de perdre leur âme. C'est des gens qui ne tirent pas au court terme, qui sont plutôt sur du long terme. D'accord, mais concrètement, par où on commence ? Sur quel est le projet ? C'est quoi le projet ? Quels sont vos besoins business ? On a besoin de les comprendre. Mais ne me dites pas le besoin business avec la SWOT un peu plus concret. Quels sont vos besoins d'aujourd'hui en termes de business ? Pas on va être les plus grands, on va être les meilleurs dans 25 ans. Ça c'est intéressant, mais ça ne va pas nous aider au concret. Donc quel est le projet concret ? Quels sont vos besoins business d'aujourd'hui pour réussir dans votre activité ? Quelle est votre raison d'être ? Quel est le potentiel créateur le plus profond que vous pouvez manifester dans le monde ? Merci Monsieur Chiquet pour ces explications. Maintenant, si vous souhaitez en savoir plus, je vous propose d'aller sur Google. Vous faites holacratie, attention CY, c'est pas TIE, c'est un mot déposé. Vous y ajoutez à côté BD, vous cliquez sur J'ai de la chance, et là vous allez tomber sur la bande dessinée qui présente dans le détail ce que c'est l'holacratie et quelles sont les étapes qu'il faut passer pour mettre en place ce type d'organisation. Il me reste à vous remercier d'être resté jusqu'ici. Avant de vous dire à la semaine prochaine, annonce de service, je vais mettre en ligne en début de semaine, sûrement lundi ou mardi, un épisode spécial hors série d'Innovation Weekly consacré à la conquête spatiale. Et comme toujours, si vous voulez sauver une licorne, abonnez-vous!